bienvenue à cette nouvelle séance IRLegal organisée par le cabinet Lexing et le groupe Larcier. La séance de ce jour concernera la question de l'intelligence économique. Elle est intitulée « Prenez l'avantage, protégez votre intelligence économique ». Nous traiterons, moi et Fanny, de ce sujet à travers 4 questions. 4 questions qui sont les suivantes. Secrets d'affaires, comment les identifier? Pourquoi les protéger? Quelles précautions prendre à l'égard de vos partenaires et de vos concurrents pour protéger votre secret d'affaires? Quelle organisation interne pour protéger vos données confidentielles? Comment réagir en cas de vol de secret d'affaires? Pour traiter ces différentes questions, nous avons décidé de choisir un exemple fil rouge qui nous servira de guide pendant toute cette session. L'exemple fil rouge, le scénario que nous avons retenu est le suivant. Une entreprise produit des prothèses endo-aortiques, ou en d'autres termes des stents, des prothèses réalisées sur mesure. Cette entreprise, qui prospère, connaît cependant 2 crises à quelques mois d'intervalle. Première crise, une partie de son équipe de production déserte et est débauchée par un ancien sous-traitant. Deuxième crise, quelques mois plus tard, les serveurs de l'entreprise subissent une attaque et l'on constate que le fichier client disparaît, enfin est dupliqué en dehors des serveurs de l'entreprise. Comment cette entreprise peut-elle réagir? Comment pouvait-elle se protéger? C'est ce que nous allons discuter dans les prochaines minutes. Première question. Que recouvre exactement la notion de secret d'affaires et pourquoi essayer de protéger ces secrets d'affaires? Sous ce nom assez ronflant secret d'affaires, en fait, sont recouverts toutes les informations que l'entreprise détient et qu'elle n'aimerait pas qu'elles soient portées à la connaissance de ses concurrents. Et donc on a 2 types d'informations, des informations d'ordre technique et des informations d'ordre commercial. Dans notre exemple, la société qui produit des prothèses aortiques a des informations techniques en sa possession, un certain savoir-faire, par exemple des essais cliniques qui ont été réalisés, et d'autre part, elle dispose d'informations commerciales, informations sur les activités de recherche-développement qu'elle envisage de développer dans l'avenir, des études de marché qui ont été réalisées, des informations financières ou une société dont elle envisage de se rapprocher dans l'avenir. Et donc, on a ces 2 pôles d'informations qui se rencontrent dans chaque entreprise, des informations techniques et des informations commerciales. Et donc, tous ces renseignements qui donnent un avantage concurrentiel à une entreprise peuvent être considérés comme des secrets d'affaires. Ensuite, quelle est la définition qui est reprise dans la jurisprudence actuelle et dans la nouvelle directive européenne? Eh bien, pour définir ces secrets d'affaires, il y a 3 conditions. Il faut que ce soit des informations tout d'abord secrètes, cela tombe sous le sens, mais quand on entend par secret, ce sont des informations qui ne sont pas généralement connues des personnes appartenant au milieu qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou qui ne leur sont pas aisément accessibles. Ensuite, il faut que ces informations secrètes aient une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes. Et enfin, il faut que ces informations secrètes qui présentent une valeur commerciale aient fait l'objet de la part de l'entreprise de dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes. À côté de ça, qu'est-ce qui n'est pas un secret d'affaires? Eh bien, ne sera pas un secret d'affaires l'expérience et les compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions. Et ne sera pas un secret d'affaires, un secret non raisonnablement protégé. Alors, secret d'affaires, notion assez large. Pourquoi protéger les secrets d'affaires? Eh bien, comme on va le voir, comme Normand va vous l'expliquer juste après, la protection des secrets d'affaires est assez simple à obtenir et donc c'est un avantage qui ne doit pas être négligé par l'entreprise. Ensuite, il faut évidemment protéger ces avantages concurrentiels. Outre le fait que ça renforce votre position actuelle, un secret d'affaires peut faire l'objet d'une licence et peut donc être monnayé, ou ça vient renforcer les activités de votre entreprise et donc la valeur marchande de vos entreprises si vous envisagez de la céder à l'avenir. Alors, voici les avantages de la protection des secrets d'affaires, mais on se rend compte aussi que la protection des secrets d'affaires est de plus en plus importante de nos jours parce que 2 facteurs renforcent le risque de divulgation des secrets d'affaires. Ce sont
d'une part, un turnover très important des travailleurs à l'heure actuelle par rapport à il y a une vingtaine d'années. Les travailleurs restent moins longtemps auprès d'un même employeur et donc ont l'occasion de faire profiter leur employeur suivant de connaissances acquises auprès d'un premier employeur. Et deuxième élément qui renforce le risque de divulgation des secrets d'affaires, c'est la dématérialisation croissante et forcément le risque d'intrusion qui l'accompagne. Les secrets d'affaires sont déjà protégés actuellement, mais de façon différente dans chaque État membre. Et donc c'est pour cette raison que l'Union européenne a adopté une directive le 8 juin 2016 relative à la protection des secrets d'affaires. Directive, c'est-à-dire que les États membres ont 2 ans pour la transposer, et donc elle devra être adoptée dans une loi belge au plus tard le 9 juin 2018. On verra, ça apporte évidemment de la clarté juridique dans tous les États membres, une harmonisation qui est bénéfique à toutes les entreprises et aussi une amélioration au niveau de la procédure en cas de violation des secrets d'affaires. Dans cette seconde partie, nous allons donc voir quelles sont les précautions à prendre pour protéger votre intelligence économique. En résumé, il existe 2 types de mécanismes qui peuvent être mobilisés. D'une part, la propriété intellectuelle, d'autre part, le secret d'affaires à proprement parler. Or, ces 2 mécanismes ne vous fournissent pas les mêmes prérogatives, les mêmes protections et ne sont pas mis en œuvre aux mêmes conditions. La conséquence en est que le choix entre un mécanisme et l'autre est un choix tactique. Il faut faire ce choix en fonction du type d'information que vous voulez protéger et du type d'activité auquel vous vous livrez. Pour vous permettre à faire ce choix, nous avons décidé de vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun de ces mécanismes et de faire un bilan qui est destiné à vous éclairer. Alors, en matière de propriété intellectuelle, un petit rappel est sans doute nécessaire. Ce rappel, nous avons décidé de le faire par le biais du droit des brevets d'invention, qui est sans doute le type de propriété intellectuelle le plus à même de s'appliquer à des technologies. Le brevet d'invention vous offre des prérogatives très fortes, très puissantes. On dit en résumé que ça offre un monopole à son titulaire qui peut interdire à tout tiers d'utiliser son invention. Ce qui est considéré comme étant son invention, celle sur laquelle porte le brevet. Le titulaire peut alors agir contre toute personne qui met en œuvre son invention, produit son invention, commercialise un bien, un service qui est l'application de son invention. C'est donc une prérogative très puissante. Seulement, cette prérogative n'a qu'un champ d'application très limité. Elle ne s'applique que dans les territoires, dans les États dans lesquels l'invention a effectivement été brevetée. Si une invention est brevetée en Belgique, vous avez une protection en Belgique, vous n'en avez pas nécessairement une en France. En outre, cette protection n'est pas seulement limitée quant à son champ géographique, mais également quant à son champ temporel. Le brevet est valable au maximum pour une période de 20 ans. Passé 20 ans, c'est terminé. Ensuite, encore, il faut bien comprendre que le bénéfice de la protection par le droit des brevets a un coût. Pour bénéficier d'un brevet, il faut payer une redevance à l'Office des brevets, à l'État, en échange du monopole qui vous est concédé. Cette redevance n'est pas négligeable. On parle généralement de plusieurs milliers d'euros pour un seul État. Enfin, pour pouvoir bénéficier du brevet, il faut que l'invention soit décrite et publiée en ligne pour que tout tiers puisse en prendre connaissance et, éventuellement, inventer à nouveau à la suite de cette invention et entrer sur le marché au terme de vos 20 ans de protection. Tant et si bien que, si vous optez pour la protection par le droit des brevets, vous perdez définitivement la protection qui est liée au secret. Alors, la protection concernant le secret, elle est assez intuitive. Vous êtes protégé contre l'obtention de votre secret par un tiers, par des moyens frauduleux, illicites, dans tous les cas. Donc, si un tiers rentre sur vos serveurs parce qu'il a attaqué informatiquement vos serveurs, cette prise de connaissance est en soi illicite. De même, s'il y a des manœuvres malicieuses, de la tromperie qui est mise en œuvre pour prendre connaissance de vos secrets d'affaires, il y a là illégalité. Donc un ancien travailleur qui continuerait à se faire passer pour l'un de vos travailleurs actuels pour prendre connaissance de vos nouveaux secrets d'affaires,
lui, commet évidemment une violation de vos secrets d'affaires. Sont également considérés comme des violations illicites de votre secret le fait pour un tiers d'utiliser une information qu'il a licitement, avec votre autorisation, à laquelle il a pu effectivement prendre connaissance, dont il a effectivement pu prendre connaissance. Ce sera par exemple le cas de celui qui viole son obligation contractuelle de confidentialité. L'obligation contractuelle de confidentialité, on va le voir dans un instant, qui découle par exemple d'un contrat de travail, par exemple d'une clause de confidentialité dans un contrat de sous-traitance. Et puis enfin, il y a violation de votre secret d'affaires, donc il y a violation, illégalité, toutes les fois où une personne prend connaissance de votre secret d'affaires, en fait usage, alors même qu'elle savait ou qu'elle devait savoir qu'il s'agissait là d'un secret, quand bien même cette personne n'était pas tenue par une obligation contractuelle. Ce sera par exemple le cas d'un de vos anciens travailleurs qui viendrait à recruter après, au sein de sa nouvelle entreprise, de cette entreprise concurrente, l'un de vos travailleurs plus récemment engagés. Celui-ci communique tout le listing de clientèle, toute la liste de tarification. Le nouvel employeur ne peut pas ignorer qu'il s'agit là d'informations protégées par le secret d'affaires, qu'il s'agissait là d'informations qui vous appartenaient. S'il en fait usage, malgré cela, malgré le fait qu'il n'est plus dans les liens d'une obligation contractuelle de non-divulgation, de confidentialité, cette personne viole votre secret d'affaires également. Par contre, le secret d'affaires a aussi ses limites. Le secret d'affaires a les limites du secret, c'est-à-dire que si un tiers, non tenu par une obligation de confidentialité, met au point la même technologie que la vôtre, par une création indépendante, dans le cadre de ses activités propres, il ne peut pas lui en être fait reproche. De la même manière, si votre secret est mis en œuvre dans un produit qui est après mis librement dans le commerce, toute personne peut prendre connaissance de votre produit, le désosser, le démonter pour voir comment il fonctionne et éventuellement vous faire concurrence. Le secret n'est pas un monopole comme le brevet. Alors, limite du secret, limite du brevet. Les limites du secret, c'est bien que votre produit, votre secret, votre information, peut encore être acquise par un tiers qui n'est pas tenu par une obligation contractuelle. C'est assez agaçant, surtout lorsque ce tiers dépose le secret que vous déteniez au préalable et qu'il le dépose dans le cadre d'une demande de brevet. Ce tiers peut alors vous interdire, à vous, de continuer à utiliser ce qui était, au départ, votre secret personnel. Avantage du secret, il y en a quand même un certain nombre. Bon, le secret existe dès l'origine. Il n'est pas besoin de faire des démarches auprès d'un office des brevets. Il n'est pas besoin de payer une redevance pour bénéficier de la protection du brevet. La protection du brevet est illimitée tant que l'information reste secrète, tant que l'information ne tombe pas dans le domaine public. C'est un petit peu l'anecdote de la formule secrète du Coca-Cola, qui est supposée tenir encore plus d'un siècle après sa création. Et puis, surtout, le secret a l'avantage d'être évolutif. C'est-à-dire que si vous avez, quelques années après avoir développé une première génération de technologie, développé une seconde génération de technologie, votre seconde génération de technologie est également protégée par le brevet, alors même que vous n'avez pas, sans devoir faire une nouvelle demande de protection, une nouvelle demande de dépôt de brevet. Alors, comment faire pour bénéficier d'une bonne protection dans le cadre d'un contrat de confidentialité, d'une clause de confidentialité? Deux éléments sont à prendre en considération. Premièrement, vous bénéficiez d'une protection implicite à l'égard de vos travailleurs pour le simple fait d'avoir conclu un contrat de travail. Dans tout contrat de travail est implicitement contenu, c'est ce que nous dit la loi, une obligation de non-divulgation dans le chef de vos travailleurs. Vos travailleurs ne peuvent pas divulguer à des tiers des informations confidentielles dont ils auraient pris connaissance dans le cadre de leur travail. À l'égard de vos partenaires économiques, les sous-traitants, les consultants, les experts, les fournisseurs, par contre, il vous faut une protection ad hoc. Donc, il faut introduire dans votre contrat une clause de confidentialité. Comment faire pour avoir une bonne clause de confidentialité?
Alors, il faut évidemment que cette clause de confidentialité soit conclue au préalable, avant même le transfert du secret. Si vous le faites après coup, c'est trop tard et on ne peut pas critiquer votre co-contractant pour avoir déjà divulgué une information que vous n'aviez pas pensé à protéger plus tôt. Ensuite, il faut prévoir une procédure pour identifier précisément celles des informations qui sont considérées comme étant confidentielles. La plupart des informations sont des informations qui sont disponibles dans le domaine public. Si vous voulez bénéficier de la protection du secret d'affaires, il faut que vous indiquiez clairement à votre co-contractant, mais aussi éventuellement au juge, quelles sont celles des informations que vous partagez, que vous considérez comme secrètes et ayant une valeur commerciale, qui sont considérées comme étant confidentielles. La procédure peut être parfois toute simple. Ça peut être parfois de prévoir sur les documents la mention confidentielle. Sont protégées les informations qui sont véhiculées dans un dossier marqué comme étant confidentiel, dans un email qui a dans son objet la mention confidentielle. Il faut aussi veiller à ce que les informations transmises aient date certaine. Un email, en cela, est très pratique. L'email a une date certaine, on sait exactement à quelle date vous avez transmis l'information à votre partenaire économique. Si jamais vous transmettez l'information sans accusé de réception, sans date certaine, votre partenaire pourra toujours faire valoir que cette information-là, certes, vous lui avez communiqué, mais il en avait déjà connaissance par d'autres biais, préalablement, tant et si bien qu'il n'y avait pas de protection dans le cadre du secret d'affaires. Cette information était déjà disponible dans le domaine public. Il faut encore préciser exactement l'obligation, la nature de l'obligation de votre co-contractant. Il y a ceux qui sont tenus à une obligation de non-reproduction de votre secret et ceux qui sont tenus à une obligation de non-divulgation. Ça peut être également une obligation cumulée, deux obligations en même temps. Votre sous-traitant, lui, ne peut pas divulguer votre secret d'affaires, mais peut évidemment en faire usage pour mettre en œuvre le produit, le service que vous lui avez demandé de sous-traiter. Par contre, par exemple, un banquier, un financier que vous iriez voir pour obtenir une ligne de crédit, lui ne peut pas non seulement divulguer votre secret d'affaires, le secret d'affaires que vous avez communiqué pour le convaincre de la viabilité de votre entreprise et de son succès futur, mais il ne peut pas non plus utiliser ce secret d'affaires dans l'exercice de ses fonctions. Il faut également définir les personnes obligées. À nouveau, c'est un petit peu de la procédure, il faut définir et limiter le nombre de personnes qui auront accès à votre brevet, à votre secret, excusez-moi. Il faut également prévoir une clause de transfert de l'obligation de confidentialité. Si votre sous-traitant sous-traite lui-même une partie de son travail à un tiers, il faut qu'il s'engage à veiller à ce que son propre sous-traitant, le sous-sous-traitant en quelque sorte, respecte lui-même votre secret d'affaires. Ensuite, on veillera à définir la durée de l'obligation de confidentialité afin que votre sous-traitant ne mette pas en œuvre des procédures excessivement longues. On veillera également à prévoir une clause pénale pour sanctionner directement celui qui violerait sa clause de confidentialité. Évidemment, le piège à éviter, c'est qu'il y ait a posteriori, si jamais l'obligation de confidentialité était violée, qu'il y ait des débats sans fin sur la valeur du secret que vous avez communiqué, sur le montant du préjudice que vous avez subi. Si vous introduisez une clause pénale dans votre contrat pour chiffrer le montant du préjudice, vous êtes déjà dans une meilleure situation que s'il faut encore, a posteriori, établir le montant de votre préjudice. Surtout, cela présente l'avantage de bien conscientiser votre partenaire de ses obligations, du fait qu'il y a un risque pour lui s'il viole celle-ci, tant et si bien que vous êtes en position pour minimiser les risques de fuite. Normand vient de vous exposer les mesures que vous pouvez prendre vis-à-vis de l'extérieur pour vous protéger contre une divulgation de vos secrets d'affaires. Nous allons maintenant examiner quelles sont les mesures que vous pouvez prendre en interne. Quels sont les risques contre lesquels vous devez vous protéger en interne? Eh bien, il y en a 4 types. Tout d'abord, une fuite mal intentionnée, c'est la première hypothèse qui vient immédiatement à l'esprit.
Deuxième hypothèse, une fuite accidentelle. Troisième hypothèse, un employé qui est débauché par la concurrence et qui révèle les informations peut-être de bonne foi à son employeur suivant. Et dernière hypothèse, un de vos employés qui révèle sciemment une information confidentielle, mais en estimant qu'il est de son devoir de porter la chose à la connaissance du grand public. Alors, quelles sont les obligations légales des employés vis-à-vis des secrets de l'entreprise ? L'article 309 du Code pénal protège les secrets de fabrique et l'article 17 de la loi sur le contrat de travail protège l'entreprise parce qu'elle empêche le travailleur, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou les secrets d'affaires. On précise tout de suite que cette protection n'empêche pas le travailleur de se prévaloir de son expérience et des compétences acquises de manière honnête dans le cadre de son contrat de travail, comme cela a déjà été dit auparavant. On pourrait croire qu'avec cette protection insérée dans la loi sur le contrat de travail et qui donc est implicitement contenue dans chaque contrat de travail, l'employeur peut se contenter de ceci et ne prendre aucune autre mesure. Eh bien, la jurisprudence est assez abondante sur cette question et démontre que des mesures doivent être prises par l'employeur en plus de cette protection légale. En effet, la jurisprudence reprenant les conditions pour qu'on considère un secret comme constituant un secret d'affaires méritant une protection est attachée à la troisième condition. Je vous rappelle les conditions, il s'agissait d'une information secrète qui présentait une valeur commerciale et enfin pour laquelle on avait pris des dispositions suffisantes pour conserver le secret. Eh bien, il faut démontrer que vous avez pris des dispositions suffisantes pour conserver ce secret si vous voulez démontrer que votre employé, votre ex-employé a violé ce secret. Donc, première mesure qui permettra de démontrer que vous avez pris des dispositions suffisantes, c'est l'insertion d'une clause de confidentialité visant un certain type d'information. L'insertion de cette clause, outre le fait qu'elle permettra la preuve en cas d'action en justice, attirera l'attention du travailleur et permettra de réaliser des campagnes de conscientisation à l'intérieur de votre entreprise et ainsi d'éviter le risque de fuite. Vous pourrez, comme cela a déjà été évoqué vis-à-vis des tiers, forfaitiser une demande d'indemnisation déjà dans cette clause de confidentialité, ce qui aura un effet d'autant plus dissuasif. Cette clause de confidentialité peut naturellement être rappelée dans le contrat de travail ou au quotidien être intégrée dans des écrans de rappel à chaque fois que vos employés accèdent à des informations plus spécifiquement confidentielles. Ceci vous permettra de vous protéger contre les fuites mal intentionnées. Nous avons ensuite le cas où un employé révèle les informations à l'employeur suivant. Eh bien, que pouvez-vous faire en plus pour empêcher cet employé de procéder de la sorte? Eh bien, il est conseillé de mettre en place une procédure au départ des employés avec un entretien rappelant les obligations de confidentialité et les informations qui sont couvertes par le secret des affaires et la remise des différents badges d'accès, documents, fichiers et effacement des fichiers qui seraient contenus sur les appareils appartenant à l'employé. Ensuite, que faire pour limiter le risque de fuite accidentelle? Eh bien là, on se rend compte que vous pouvez prendre des mesures qui sont plus concrètes. Donc, limiter le nombre de personnes qui connaissent le secret. Et c'est aussi un élément qui est retenu par les tribunaux pour estimer qu'une information constitue bien un secret d'affaires. Si vous avez pris concrètement des mesures pour que seules certaines personnes aient accès à certains fichiers, eh bien, c'est un élément qui prouve qu'on parle bien d'un secret d'affaires. Donc, il faut instituer des mesures de protection et une culture du secret, une conscientisation des travailleurs, ne serait-ce que pour qu'ils n'en parlent pas entre eux à des travailleurs qui n'ont pas nécessité de connaître ce type d'information. Vous pouvez cloisonner l'information, c'est-à-dire que certains travailleurs sont en possession de certaines parties du secret, mais ne connaissent pas l'intégralité des informations nécessaires pour reconstituer le secret qui permet de produire votre produit exclusif. Ensuite,
vous pouvez prendre des mesures de contrôle d'accès. En interne, on a déjà évoqué le fait de contrôler l'accès physique ou l'accès informatique à certains fichiers, mais vous pouvez aussi vous protéger vis-à-vis de l'extérieur, naturellement, en installant des dispositifs antivirus, de pare-feu, de cryptage, de nouveau en conscientisant vos employés aux tentatives malhonnêtes qui pourraient être exercées contre eux, que ce soit du phishing ou des appels téléphoniques mal intentionnés pour leur extorquer des informations. Tout ceci est très clairement important car on se rend compte que la plupart des fuites viennent d'un facteur humain, d'une défaillance humaine à la base, et donc c'est vraiment sur ce plan-là que l'entreprise peut agir le plus efficacement et au moindre coût. Enfin, l'entreprise doit adopter une politique de gestion des incidents de sécurité. Dans notre exemple, il y a eu une intrusion dans les serveurs qui ont permis qu'un fichier de listing client s'échappe du contrôle de l'entreprise. Eh bien, suite à cet incident, l'entreprise doit se poser des questions. Quels sont les éléments qui ont permis que cette fuite ait lieu? Que pouvons-nous faire pour l'empêcher à l'avenir? Et répéter ce mécanisme de gestion des incidents, en faire des essais, des répétitions, et réévaluer tous les ans si l'ampleur des informations confidentielles a évolué, si l'environnement informatique a changé, si du nouveau personnel est entré en fonction et doit être mis au courant des procédures. Et donc, c'est un travail constant pour l'entreprise. Dernier cas de figure, nous avons évoqué la fuite bien intentionnée, c'est-à-dire qu'un des employés de la société qui produit des prothèses aortiques a connaissance d'un risque pour la santé des personnes qui ont déjà bénéficié d'une telle prothèse, mais fait part de ce risque à sa direction, mais la direction ne fait pas remonter l'information auprès de la direction du groupe, et, in fine, les personnes porteuses de ces prothèses ne sont pas mises au courant. Donc cet employé s'indigne et lance une alerte, c'est-à-dire qu'il porte à la connaissance du grand public ce risque. Et donc évidemment, on a une très mauvaise communication pour l'entreprise qui donne l'impression de ne pas avoir voulu informer le grand public. Alors, on a beaucoup entendu parler de la nouvelle directive sur le secret des affaires à l'occasion de ce type de fuite bien intentionnée, car la directive sur le secret des affaires prévoit une exception censée protéger les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que lorsque la divulgation du secret d'affaires est effectuée pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, alors il n'y aura pas violation du secret d'affaires et il n'y aura donc pas obligation d'indemniser, par exemple, son employeur pour les conséquences négatives de cette révélation. Donc une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, forcément ici on parle d'un problème sanitaire et donc mettant en danger la vie d'autrui, on rentrerait dans cette définition, ou alors on peut penser à du harcèlement moral au travail par exemple, mais dans le cas qui a été récemment présenté à la jurisprudence, on parlait de pratiques bancaires légales mais moralement douteuses au Luxembourg, et bien dans ce cas-là, on ne rentrerait pas dans l'exception prévue par la directive qui permettrait de violer, entre guillemets, légalement un secret d'affaires. Donc ceci sera sans doute affiné à l'avenir par la jurisprudence. Maintenant, ce nombre d'alertes augmente et fait fréquemment la une des journaux. Il n'est pas impossible que dans votre entreprise, un employé, que ce soit à tort ou à raison, se sente l'âme d'un lanceur d'alerte et des velléités de porter des informations à la connaissance du grand public. Donc évidemment, c'est une chose qu'il faut essayer d'éviter, parce que si ces informations présentent réellement un intérêt pour l'entreprise, eh bien l'entreprise voudra les révéler elle-même, essayer de gérer le problème et de les révéler elle-même, ou essayer de régler la question avec l'employé si ces informations ne présentent pas de caractère important. Qu'est-il possible de faire pour prévenir et pour encadrer cette situation? Eh bien, il est possible de mettre en place un système d'alerte interne, c'est-à-dire une procédure qui devrait être suivie par les employés désireux de faire remonter des alertes auprès de la direction.
Il faudra bien délimiter les domaines qui peuvent être visés par ce système d'alerte pour éviter d'aboutir à une culture de la délation. Il faudra respecter les règles de droit social, de concertation pour mettre en place ce type de système. Et enfin, la procédure devra être efficace, donc permettant d'éviter que l'employeur ne se sente pas considéré, que l'employé ne se sente pas considéré dans l'alerte qu'il émet, et la procédure devra aussi être respectueuse de la présomption d'innocence de la personne qui est mise en cause par l'alerte. Enfin, ce système d'alerte comprendrait fatalement des traitements de données à caractère personnel, que ce soit les données du lanceur d'alerte ou de la personne mise en cause, et donc ce système d'alerte interne devrait être conforme au futur règlement européen sur la protection des données qui entrera en vigueur en mai 2018 sous peine pour l'entreprise de se voir infliger d'importantes amendes administratives. Dans cette dernière section, nous allons voir comment il est possible de réagir en cas de vol de votre secret d'affaires. Alors, antérieurement, les options étaient pour le moins limitées. La seule véritable possibilité était d'agir en indemnisation. Quelqu'un violait son obligation de confidentialité, il était possible de lui réclamer des dommages et intérêts, mais c'était à peu près tout. Le secret était dans la nature. La nouvelle directive européenne vous offre plus de possibilités. Elle vous offre notamment la possibilité d'agir en cessation à l'encontre de celui qui a pris connaissance de votre secret d'affaires en violation d'une obligation de confidentialité. Vous pouvez alors saisir le juge pour lui demander d'interdire à cette personne de faire usage de votre secret sous peine d'astreinte, sous peine de paiement d'une somme qui sera répétée pour toutes les fois où il y a infraction, toutes les fois où il y a usage de votre secret. Les autres sanctions sont aussi la possibilité pour vous de réclamer au juge un retrait du marché des biens, des produits, des services qui sont le résultat de votre secret, qui sont le résultat de votre propre know-how. Et donc vous pouvez alternativement soit demander le retrait, soit demander la destruction de ces biens, de ces produits. Ensuite, en ce qui concerne l'action en réparation, si vous préférez opter pour une indemnisation malgré tout, ou si vous souhaitez réclamer une indemnisation en plus d'une éventuelle astreinte, parce que l'astreinte n'a pas été respectée, parce que vous intervenez tardivement, à contretemps en ce qui concerne l'astreinte, et qu'il y a déjà une atteinte à votre secret qui a eu lieu, il est toujours possible d'agir en indemnisation. Dans le cadre d'une demande en indemnisation, vous aurez évidemment la chance de pouvoir mobiliser votre clause pénale si vous avez été suffisamment bien conseillé pour introduire une clause pénale dans votre contrat de confidentialité. Comme je vous l'exposais un petit peu plus tôt, cette clause pénale définit forfaitairement le montant qui vous est dû si jamais le secret est violé. Donc là, il n'y a pas de débat de chiffres. Si par contre, vous n'avez pas de clause pénale, ou si cette clause pénale n'établit qu'un montant à minima, il est encore possible de débattre devant le juge de la question de savoir quel est votre préjudice réel. Ce préjudice réel peut être établi de plusieurs manières. Ça peut être le manque à gagner. Quelles sont les ventes que vous n'avez pas faites parce que quelqu'un d'autre a mis un produit concurrent sur le marché en violation de votre propre secret. Ça peut être de demander au juge qu'il y ait un transfert des bénéfices injustement réalisés par votre co-contractant. Donc là, ce n'est pas la perte que vous avez subie, mais c'est les bénéfices injustes de celui qui a violé votre secret d'affaires. Ça peut être aussi une indemnisation de votre préjudice moral s'il y en a un. Ça peut être une indemnisation du prix des redevances que vous n'auriez pas pu récupérer dans le cadre d'un contrat de licence. Avec votre secret, il est toujours possible de donner ce secret en licence à un tiers. Imaginons qu'un tiers viole votre secret et donne lui-même des licences, vous pouvez réclamer le remboursement des licences, l'indemnisation des licences que vous n'avez pas pu toucher. Il est possible d'agir, évidemment, dans le cadre de mesures provisoires, en référé, en urgence, c'est même conseillé dans le cadre d'une action en cessation. Enfin, pour ce qui est de la procédure,
il y a une évolution notable à souligner. Préalablement, un certain nombre de justiciables hésitaient à agir en justice, hésitaient à saisir les cours et tribunaux lorsque leur secret était violé, de peur que les débats soient l'occasion de donner encore plus de publicité à ce qui était censé être un secret. Maintenant, la directive européenne prévoit un certain nombre de mesures pour éviter qu'il y ait une divulgation du secret à l'occasion de la procédure judiciaire. Notamment, le juge peut prévoir un huis clos pour éviter que les débats ne soient publics et que le public prenne connaissance du secret d'affaires. Il est également possible, nous dit la directive, il sera possible, dès lors, lorsque le droit belge aura été mis à jour, il sera possible de réclamer au juge que celui-ci rende un jugement, mais un jugement dont certaines parties auront été carottées, auront été masquées, toutes les fois où les motifs du jugement doivent se référer à des données confidentielles. De la sorte, ces données confidentielles ne seront pas disséminées dans la nature. Alors, ayant présenté ces diverses mesures, nous pouvons brièvement revenir à notre exemple fil rouge que nous avons exposé en début de séance. Notre entreprise qui produit des prothèses endo-aortiques sur mesure, que peut-elle faire si jamais son secret d'affaires est ébruité? Elle peut, comme je vous le disais, agir en cessation à l'égard de ceux qui ont divulgué le secret et à l'égard de leurs partenaires qui menaceraient de mettre en œuvre ce secret pour interdire l'usage du secret, le procédé secret de mise en place de ces prothèses sur mesure. Il est également possible de réclamer une indemnisation pour à l'encontre de celui qui a pris connaissance du listing de clientèle et qui a fait des ventes en violation du secret d'affaires. Il existe donc, on le voit, diverses mesures disponibles pour agir à l'encontre de celui qui viole un secret d'affaires.